Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, merci pour vos commentaires et pour vos expressions d'appréciation de mon travail. Ça me fait toujours très plaisir parce que je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos. Alors aujourd'hui, suite au succès de la première vidéo qui est arrivée aux 100 auditeurs, je vous propose un petit focus sur justement les arts libéraux que je mets cette fois en regard avec les arts mécaniques. Donc il s'agit de la vidéo sur comment était-on formé à l'époque de Montaigne avec les arts libéraux et la scolastique et l'aristotélisme. Alors, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas moi qui mets en regard les arts libéraux et les arts mécaniques, mais pas moins que Carole Talon-Hugon, qui a fait une merveilleuse histoire philosophique des arts Moyen Âge et Renaissance. En fait, elle a fait toute la collection, pas seulement le Moyen Âge et la Renaissance, toujours aux presses universitaires de France et toujours dans la merveilleuse bibliothèque sonore de chez Frébeau. Voilà, je vous laisse en juger par vous-même et je vous dis à très bientôt. La peinture et la sculpture sont en effet, au Moyen Âge, ce qu'on appelle des arts mécaniques. Mécanique, art mécanique, le terme, l'expression est liée à une autre qui est celle d'arts libéraux. Il faut donc s'expliquer sur cette distinction d'art mécanique et d'art libéraux. En fait, je l'ai dit, le mot ars est un mot extrêmement large et à l'intérieur de ce vaste ensemble désigné par le mot, une première spécification, un premier sous-ensemble si vous voulez, est proposé au Ve siècle par un écrivain du nom de Marcianus Capella. Que propose Marcianus Capella? Il propose une sous-catégorie qu'il appelle précisément les arts libéraux. Qu'est-ce que sont les arts libéraux? Il y en a 7. D'abord, la grammaire, la rhétorique et la dialectique. La grammaire, tout le monde sait à peu près ce que c'est. La rhétorique, eh bien, c'est l'art du discours, c'est-à-dire à la fois l'art de l'argumentation, l'art de persuader par le langage, et aussi l'art du bien parler, l'art du beau langage. Et puis, donc, troisième de ces arts libéraux, la dialectique. Alors, la dialectique, ça renvoie évidemment à la philosophie platonicienne, la dialectique étant une méthode pour s'élever jusqu'à la vérité. Donc une méthode de recherche, une méthode intellectuelle de recherche pour parvenir au vrai. À côté de ces 3 arts, on en trouve 4 autres qui sont l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et la musique. Alors, si je reprends l'ensemble de ces 3 premiers, qu'on appelle le trivium, et de ces 4 derniers, le quadrivium, on notera évidemment que les arts libéraux n'ont rien à voir avec nos arts. À une exception près, la musique. Mais il faudra y revenir puisque on verra que la musique dont il est ici question, c'est avant tout la théorie musicale. Donc quelque chose qui touche au rapport de nombres et qui a à voir avec l'arithmétique et même avec l'astronomie via l'idée pythagoricienne d'une musique des sphères. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'aucun art de la vue ne figure dans la liste des arts libéraux. On voit donc que les arts libéraux, eh bien, ce sont des disciplines savantes, enseignées dans les écoles, et qui ont pour but de comprendre l'ordre de l'univers, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, voire la musique, je le répète, pensons à l'harmonie pythagoricienne des sphères, et puis aussi des disciplines qui permettent de rendre l'homme qui les pratique capable de tenir sa place dans la cité. Ce sont ces arts qui lui permettent de maîtriser le verbe, de maîtriser les idées. Et les idées, c'est aussi ce qui met en relation avec le monde spirituel. Ces arts permettent de bien parler,
de bien communiquer avec ses pairs et donc d'avoir cette sorte de place dans la cité terrestre qui est le pendant de la cité céleste. Alors voilà pour les arts libéraux. Les arts mécaniques maintenant. Les arts mécaniques, le mot, l'expression apparaîtra au XIIe siècle, donc nettement plus tard, lorsque Hugues de Saint-Victor proposera une liste en quelque sorte correspondante, une liste à mettre en face, la première, de 7 arts mécaniques, 7 arts libéraux, 7 arts mécaniques. Alors parmi ces arts mécaniques, eh bien, il y a la fabrication de la laine, l'armement, la navigation, l'agriculture, etc. Ce qui est important dans cette affaire, c'est que les arts mécaniques, ce sont les arts qui, à la différence des arts libéraux, supposent la main, supposent le corps, supposent les muscles. Ce sont donc des arts qui sont liés au travail manuel et qui, de plus, sont effectués contre rétribution. Donc ce sont des arts mécaniques en ce double sens, en quelque sorte, d'art manuel et intéressé au sens pécuniaire du terme. On comprend par là même la position subordonnée de ces arts mécaniques par rapport aux arts libéraux. Alors, les 7 arts libéraux et les 7 arts mécaniques ne conserveront pas, cette manière un peu stricte d'en parler évoluera, puisque on pourra mettre beaucoup plus de choses que 7 arts du côté des arts mécaniques, et notamment on pourra mettre la peinture et la sculpture. On pourra y mettre par exemple aussi la chirurgie. La chirurgie a été tenue pour un art infiniment moins noble que la médecine, parce que la médecine ne touchait pas le corps. Il s'agissait de soigner, mais sans pour autant s'abaisser à toucher le corps malade, alors que le chirurgien, évidemment, touche le corps. Donc, dans les catégories médiévales, vous voyez que le chirurgien est rangé dans la même catégorie que les bouchers ou que les bourreaux, parce que finalement, tous trois, à des titres différents et à des fins différentes, s'occupent du corps. Donc vous le voyez, l'opposition des arts mécaniques et des arts libéraux, c'est l'opposition du statut intellectuel des arts au statut manuel des arts, et aussi l'opposition des arts intéressés et des arts désintéressés. Alors si je reviens à mes peintres et mes sculpteurs, eh bien, ils font incontestablement partie des arts mécaniques, c'est-à-dire qu'ils pratiquent un savoir-faire manuel, exercé, effectué, contre paiement. Ils sont donc, de ce point de vue-là, dans la même catégorie que les cordonniers, les bouchers, les charpentiers, c'est-à-dire ils sont au bas de l'échelle sociale. Tout au bas de l'échelle sociale, si on regarde les textes, on voit que parfois ils ne sont pas tout au bas. Il peut y avoir par exemple les agriculteurs qui sont encore plus bas placés, mais en tout cas, ça signifie que les nobles ne peuvent pas pratiquer ces activités sans déroger, à moins, bien entendu, qu'ils pratiquent la peinture, par exemple, en amateur, parce que là, la question de l'intéressement n'intervient pas.